Il y a une tradition de gauche lointaine, constante et toujours vivante, on le voit avec cet exemple-là, d'une société sans travail, d'abondance. C'est une sorte de permanence. Il y a ensuite, cela me frappe, moi, une forme de déréalisation de la vie, comme si, au fond, les contraintes qui peuvent exister n'étaient que des vues de l'esprit et s'il était possible de les ignorer. Par exemple, sans refaire le débat dans le détail, mais y aura-t-il suffisamment d'actifs pour financer les retraites de ceux qui seront concernés dans les années à venir? On sait plutôt que ce sera difficile. Ça ne compte pas, c'est une décision politique. Ça, c'est typiquement, je dirais, une espèce de pensée idéalisante de gauche qui ne connaît pas la réalité des limites, qui ne connaît pas la consistance, qui ne veut pas connaître la consistance des limites, comme si c'était un obstacle à la volonté des gouvernants, un obstacle illégitime. Et puis, il me semble que dans cet extrait que nous avons entendu, dans ce propos, on a quelque chose qui relève de la naturalisation de l'acquis. C'est un effet de génération aussi, sans doute, c'est-à-dire que on entend parler de loisirs, d'ailleurs on ne renonce pas à cela, on ne renonce pas évidemment à un style de vie qui est le nôtre et qui nous est très, très agréable, avec beaucoup de confort, mais on feint d'imaginer, peut-être était-il sincère, je ne sais pas, on feint d'imaginer que cette vie confortable que nous avons, elle demeurerait si nous étions moins actifs, comme si au fond ce qui nous est donné chaque jour, et dans la consommation de ces mêmes jeunes générations, on le voit, il y a un recours massif à la consommation, au déplacement, etc., comme si tout cela pouvait être donné sans travail, sans qu'il y ait beaucoup de monde activé. Vincent Trémollet, qu'est-ce que ça dit, selon vous, ce moment de la réforme des retraites sur notre rapport collectif au travail? Et est-ce que ça ne montre pas une mutation aussi de notre rapport au travail? Si on va au-delà de ce jeune homme qui est une caricature à lui seul, moi, ce que je vois dans les débats qu'il y a autour de la réforme aujourd'hui, c'est que cette réforme, elle est fondée, alors elle n'est pas très bien vendue par le gouvernement, puisque les éléments de langage sont... il faut la faire parce qu'on ne peut pas ne pas la faire, et d'ailleurs tout le monde autour de nous le fait. Bon, ça, c'est un peu court. Mais cette réforme, qui est légitime à mon sens, elle repose sur deux piliers qui sont le travail et qui sont l'équilibre des comptes. Or, ces deux piliers sont très très fortement érodés par le climat contemporain. Le travail n'est plus le cœur palpitant de l'existence qui permet la famille, les enfants, la maison. C'est un élément de l'existence parmi d'autres, et la vie privée devient plus centrale que le travail. Et le point de bascule absolu, ça a été le Covid, où pendant le confinement, nous avons vu que nous pouvions vivre en étant payés sans travailler parmi les nôtres. Et puis, le deuxième pilier, c'est l'équilibre des comptes. Et ça indiffère tout le monde. C'est-à-dire que ça indiffère la population, mais ça indiffère le gouvernement aussi. Puisque si l'on prend les dépenses supplémentaires, rien que depuis 2020, elles sont de 500 milliards, c'est considérable. Donc, à partir de ce moment-là, le confinement, encore une fois, a été aussi un point de bascule, puisque l'on a vu cette formule « quoi qu'il en coûte », que l'on pouvait continuer à vivre, quoi qu'il en coûte. À partir de là, à partir du moment où ces deux piliers ne sont plus des évidences, à la fois pour ceux qui sont gouvernés et même pour ceux qui nous gouvernent, la réforme des retraites paraît très difficile à comprendre, à expliquer. Et il me semble qu'on entend beaucoup qu'il faut que le gouvernement fasse de la pédagogie, mais la pédagogie, elle n'est pas sur la réforme. Il faudrait restaurer un certain nombre de notions sur ce qu'est le travail et sur ce que sont des comptes à l'équilibre. Et je crois que malheureusement, on découvre aujourd'hui que ces deux notions sont en train de s'estomper de plus en plus dans l'imaginaire collectif. Dominique Régnier, c'est vrai que les manifestations contre la réforme des retraites étaient déjà très fortes avant le Covid. Je me souviens que l'hiver avait été bloqué. Mais est-ce que cette crise sanitaire n'a pas accentué notamment effectivement ce nouveau rapport au travail? On voit, il y a un sondage montré récemment que la motivation des gens à travailler avaient été complètement été démotivés par la crise du Covid. Voilà, je crois que c'est la motivation au travail. Et je me demandais, est-ce que la crise du Covid n'a pas révélé finalement à beaucoup de gens que oui, leur travail n'avait pas de sens, et il y a aussi une espèce de quête de sens qui s'exprime dans ce refus du travail qu'on voit à travers ces manifestations. J'imagine que ce sont deux choses différentes et qui ne sont pas d'ailleurs
à considérer de la même manière. Que la crise sanitaire ait révélé chez beaucoup d'actifs une interrogation profonde sur le sens de leur engagement professionnel, c'est sans doute possible et je suis sûr que c'est une bonne chose. Et il y a beaucoup de cas où un actif, une personne employée dans une activité professionnelle, eh bien, n'a pas beaucoup de plaisir, malheureusement, à son activité et souhaiterait trouver de l'intérêt, de l'utilité, du plaisir au-delà de la fonction purement de production. Donc ça, c'est un appel, je dirais, à une sorte d'exigence supplémentaire qui ne peut être que profitable et le signe même d'un engagement très volontaire. C'est autre chose que d'avoir l'idée que ce serait très bien si nous pouvions ne pas travailler, mais toujours bénéficier du même niveau de vie. Ce sont les Grecs d'Athènes qui ont fait ça. Hein. Il y avait à peu près 800 000 Grecs à Athènes, à peu près 40 000 citoyens qui avaient mis fin au travail pour ce qui les concernait. Il fallait beaucoup d'esclaves, en revanche, pour arriver à faire fonctionner la cité et leur donner une vie heureuse pour se consacrer à la philosophie et à la politique. Alexis Ferchak, pourquoi, selon vous, cette réforme qui a été menée dans énormément de pays européens a tant de mal à passer en France? Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'hostilité des Français à cette réforme très puissante? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réforme, elle est très peu ambitieuse, pour une raison simple, c'est que le gouvernement n'a pas de majorité. Et en fait, il y a une telle mobilisation à toutes les réformes des retraites depuis Juppé, Fillon, Touraine, etc. Et donc, il y a quelque chose de spécifique dans les réformes des retraites, c'est que le principe même de la répartition, en fait, pousse à se projeter vers le passé sur 2-3 générations, et ensuite vers l'avenir. Et donc, en fait, tout d'un coup, les réformes des retraites, c'est une sorte de projection un peu mentale de l'état économique de pays sur, en fait, un demi-siècle. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que lors des précédentes réformes, le débat, c'était, en gros, les gens qui avaient profité des 30 Glorieuses versus ceux qui, en gros, avaient vécu les 20 piteuses. Maintenant, on n'est pas à 20 piteuses, on est assez proche des 50 piteuses. Et ce qui est absolument marquant cette fois-ci, c'est que finalement, c'est les gens... Donc la réforme, elle commence à entrer de manière effective pour les gens nés en 1960 en partie et en 73 pleinement. 60, c'est des gens qui avaient 15 ans au moment du choc pétrolier. 73, finalement, ils sont devenus majeurs au moment où la France a commencé à dégringoler. Et en fait, ce que les Français voient, qui est une sorte d'angoisse qui s'ouvre, c'est le déclassement économique de la France. Et donc une réalité, c'est que la conclusion, c'est qu'on n'a pas de perspective. Et donc on sait très bien que ces réformes paramétriques, elles vont devoir être menées. Et c'est probablement pas la dernière réforme. D'ailleurs, quand on demande aux jeunes, souvent leur réaction, c'est de toute manière, cette réforme-là n'est pas un problème. Il y en aura d'autres, et nous, de toute manière, on n'aura pas de réforme. Et c'est ce que les réformes des retraites, à chaque fois, soulèvent, c'est cette sinistrose qui est la seule perspective pour les Français. Juste ajouter un mot à ce que dit Alexis Ferchak, qui me paraît très important, là, de ce que vous venez de dire. Il y a une autre différence qui apparaît aujourd'hui par rapport au cycle antérieur que vous avez rappelé, et qui, moi, me paraît très significative d'une très profonde crise. On ne fait qu'employer ce mot, mais il est justifié aussi de l'utiliser. C'est que les oppositions à cette réforme, contrairement aux fameuses oppositions antérieures qu'on rappelle, ne sont pas faites de forces capables de gouverner. Il n'y a aucune force politique dans la rue, aucune force de représentation. Les syndicats ne sont plus représentatifs. Les partis qui sont engagés sont des partis en train de disparaître, qui sont entre 1,75% pour les uns à la présidentielle. Les autres sont dans des querelles incroyables au plan interne sur tous les sujets. D'autres encore ont des considérations tout à fait étonnantes sur la marche du monde. Je pense à Europe Écologie Les Verts et à certaines de leurs déclarations. Donc ce sont des forces d'empêchement, mais aucune force de construction. Ça n'était pas comme cela. Lorsqu'il y avait le PS puissant, même le PC, lorsqu'il y avait une droite de gouvernement, lorsqu'il y avait ces partis capables de porter ensuite dans une assemblée élue des lois qui venaient de ces manifestations, qui au fond, plongeaient dans ces mouvements sociaux, il y avait un sens qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'opposition, c'est un empêchement, encore une fois, puisqu'une opposition, c'est ne rien faire
sans être capable de dénoncer même ce qui serait possible. Quand on fait une étude sur la manière dont les Français jugent le système des retraites actuel, pas la réforme, c'est cette question qui manque aujourd'hui. J'ai fait cette étude en 2018, donc c'est sans doute passé un peu, mais ça m'avait frappé parce que les Français nous disent que le système actuel, ils le trouvent injuste, en particulier avec les régimes spéciaux qui les exaspèrent. D'ailleurs, beaucoup de fonctionnaires partagent leur sentiment d'injustice à l'égard des régimes spéciaux de la fonction publique. Ils trouvent que ça n'est pas soutenable et ils trouvent que ça paupérise les retraités. Le système actuel, il n'est pas aimé des Français. Oui, d'ailleurs, on peut noter un sondage qui a été effectué par l'IFRAP qui montre que quand on donne le choix aux Français, on leur dit si l'objectif c'est l'équilibre du régime de retraite, qu'est-ce que vous préférez comme solution? On leur dit 1, baisser les cotisations des retraités, 2, augmenter les cotisations patronales et la CSG, ce que propose la gauche aujourd'hui, et 3, allonger l'âge. Eh bien, la solution qui vient en tête, c'est reporter l'âge de la retraite, parce c'est la solution qui paraît le plus de bon sens, si l'objectif c'est l'équilibre. Mais après, certains à gauche vous diront que c'est pas grave d'être en déséquilibre, que de toute façon, il manque une solution qui n'a pas été présentée par l'IFRAP et qui est présentée par la gauche, qui est de taxer les riches. Et on voit que c'est une solution qui est de plus en plus mise en avant par l'ensemble de la gauche. Et moi, ce qui me frappe, et je voulais vous interroger là-dessus, c'est dans la tectonique des plaques des idées idéologiques, on voit qu'en 1995, quand il y avait la grande mobilisation, les grandes grèves contre la réforme Juppé, eh bien, vous avez toute une partie de la gauche réformiste, je pense à des gens comme Rosan Vallon, par exemple, qui étaient pour cette réforme des retraites, et qui l'avait écrit. Il y avait un débat au sein de la gauche entre une gauche réformiste et une gauche radicale. Aujourd'hui, on a l'impression que la gauche réformiste n'existe plus. Elle existe politiquement, elle est chez Macron, mais elle n'existe plus intellectuellement. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul intellectuel médiatique de gauche, universitaire, qui va dire « je suis pour la réforme des retraites et il faut que la gauche soit raisonnable ». Je crois, oui, je ferai la même observation que vous, Génie Bastier. Ce qui me frappe d'une manière générale, j'espère que ça ne vous paraîtra pas trop expéditif, mais c'est que la réflexion politique, en profondeur, à laquelle on était habitué, en tout cas pour ma génération, elle a quand même largement disparu. Il y a peu de partis aujourd'hui qui portent une pensée politique, et de façon d'ailleurs assez significative. J'ai pu noter pour ma part qu'il y avait quelque chose encore ressemblant à une forme de réflexion politique, philosophique, historique dans l'espace politique. Quand on dit ça, on est toujours un peu injuste parce que c'est jamais tout à fait vrai que tout a disparu. Mais du côté de ce qu'on a appelé les souverainistes, qui à un moment donné ont développé quelque chose qui faisait sens, qui faisait système et qui pouvait donner lieu à une interprétation de la situation. Mais c'est resté assez, je dirais, limité à cet univers-là, un peu encalminé dans une situation contredite par la globalisation, en tout cas mise en tension par la globalisation. Mais c'est vrai que les gauches, qui avaient l'habitude de discuter, de grandes discussions et qui alimentaient évidemment le débat public, aujourd'hui, ont disparu, se sont contentés et se contentent encore de happening, de coups d'éclat, de buzz, et semblent ne plus ouvrir un livre, même si ça ne les empêche pas d'en écrire. Donc on a une sorte de paupérisation. C'est un effet falaise qui est très préoccupant en réalité sur l'avenir de notre politique. Et est-ce qu'il n'y a pas, Vincent Trémollet, peut-être deux discours qui se juxtaposent et qui sont tous les deux peut-être asséchants pour la pensée? D'un côté, un discours technocratique qui consiste à dire finalement there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, et donc qui évacue finalement la dimension politique de ce projet. Et de l'autre, une surenchère radicale qui dit de toute façon c'est vous les idéologues et qui est qui est dans l'idéologie pure. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment finalement de débat constructif? Il y a d'abord un mystère que je n'ai pas réussi encore à percer et qui me fascine et qui m'attriste à la fois, c'est comment la retraite peut être le cœur de l'obsession d'un pays comme chez nous. C'est vraiment quelque chose qui reste sidérant, et comment on peut faire porter à cette réforme une charge symbolique et politique comme on le fait aujourd'hui avec cette formule qui personnellement m'excède, qui est la mère de toutes les batailles, comme si c'était ça la mère politique de toutes les batailles, alors que c'est quand même une réforme d'ajustement presque technique, celle qu'on nous propose. Et c'est vrai que tout est disproportionné dans la façon dont on l'aborde, c'est-à-dire que d'un côté, dans un océan de dépenses, on explique que si on ne fait pas ces économies, on ne s'en sortira pas, alors que parallèlement, on continue à faire un chèque par jour. Et puis de l'autre, il y a une sémantique
mais qui est proprement délirante. C'est-à-dire que, alors j'entendais hier Jordan Bardella dire que Emmanuel Macron était un bourreau social, c'est une loi d'une brutalité inouïe, le gouvernement est composé de sadiques. Dans les slogans de la France Insoumise, samedi, il y avait des slogans contre la mort, à bas la mort, comme peut-être que l'État néolibéral est responsable de la mort, je ne sais pas, dans l'esprit de ces gens. Enfin, il y a quelque chose qui n'a plus de rapport direct avec la réalité de ce qu'est cette proposition, qui est de dire, puisque nous vivons plus longtemps et que nous avons un système par répartition, il faudra peut-être travailler plus longtemps. Donc, moi, je pense que s'il y a aussi un malentendu, c'est que limiter la politique à ça fait que l'on charge ça de ce qui manque en politique. Et qu'est-ce qui manque, sinon, en politique? C'est, je ne sais pas si vous avez lu l'entretien que j'ai fait avec Christophe Guilluy ce matin dans le Figaro, mais qui est très intéressant, où il explique que le phénomène, c'est pas la question de le fétichisme de l'âge, travailler de 62, 63, 64 ans. L'angoisse des classes moyennes, c'est une angoisse de disparition. C'est une angoisse de disparition de leur, je vais reprendre la formule de Dominique Régnier, de leur patrimoine matériel et immatériel. C'est ça. Alors on charge cette réforme de ces problèmes-là, mais la pauvre réforme, elle ne peut pas les porter. Elle est trop étroite pour tout cela. Et c'est pour ça qu'on est dans un mélange de cirque, de singerie, et en même temps, on voit dans la mobilisation de jeudi qu'il y a plus que la chorégraphie habituelle entre les syndicats et le gouvernement, c'est-à-dire qu'une partie du malaise français, très profond, remonte à la surface à la faveur de ce moment politique. Juste pour rebondir, en fait, il y a quelque chose d'absurde, et c'est vrai que la réforme technique, il y a une sorte de décalage. Parce qu'en gros, si on récapitule, il y a les jeunes qui voudraient travailler, mais généralement, quand ils arrivent sur le marché du travail, on leur dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Il y a les gens qui sont au milieu, on leur dit qu'ils sont trop vieux à partir de 40 ans. Et en revanche, les vieux qui n'ont plus de travail, on voudrait qu'ils travaillent plus longtemps. Et en fait, c'est complètement absurde, et le gouvernement arrive, malgré lui, parce qu'il ne peut pas faire autrement, avec une réforme technique qui décale de quelques mois certains paramètres, et on se dit que la politique ne peut pas être là.